Bonjour à tous pour cette deuxième émission de Cinéphilie, l'émission des passionnés du 7e art. Bonjour Jérémy. Bonjour Axel. Alors, j'espère que tu vas bien et que nos auditeurs également, parce que encore une fois aujourd'hui on s'attaque à un grand film. Très très grand film. Certains diront un remake, ou pas d'ailleurs, on pourra se poser la question des ressemblances ou des différences avec l'original, Avec mais encore un film très compliqué à analyser, je pense. Ouais, bon. On parle du fameux Suspiria. Le Exactement. Suspiria remake de 2018, donc réalisé par Luca Guadagnino. Alors bon, comme on aime bien les chiffres, on va voir un peu le budget. C'est quand même un budget de 20 millions de dollars à la base. Donc c'est pas non plus un tout petit budget. Bon, c'est pas non plus un budget énorme. Toujours est-il que les recettes au box-office, j'ai vérifié, c'est 7,7 millions de dollars. Donc bon, ça n'a pas été Pas un génial. grand succès, mais je crois que la distribution n'a pas non plus été extraordinaire, Ouais, hein. un peu boudé par le public. Et puis effectivement, bon, à Paris par exemple, il est sorti, il est resté quoi? Allez, une semaine, 2 semaines? Oh, pas plus. Il a très vite disparu des salles, hein. Ouais. C'est vraiment un film qui a été relativement boudé par les spectateurs. Les critiques un peu plus mitigées, hein, mais les spectateurs, quand même, beaucoup n'ont pas compris le film. Beaucoup sont partis en claquant la porte, hein. Après, on peut se poser la question, pour quelles raisons exactement, puisque peut-être certains spectateurs, certains auditeurs connaissaient justement l'original. Donc pourquoi est-ce que celui-ci n'a pas fonctionné? C'est peut-être parce que le remake diverge beaucoup de l'original finalement. Voilà. Ouais. Bon, donc c'est sorti quand? Le 2 novembre 2018, donc c'est quand même Mhm. assez récent. Alors moi, je vous livre tout de suite ma religion sur la question. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un plaisir de voir ce film. C'est un régal au niveau des plans, du montage. Alors je suis pas du tout de ceux qui ont trouvé que le film était mal monté, que c'était mal réalisé. Alors bon, il y a des problèmes de cohérence au sein du film, on pourra en reparler. Mais non, j'ai adoré. Alors pour le coup, moi aussi j'ai aussi beaucoup aimé le film. Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est la grande force du film, que ce soit au niveau de la mise en scène et même du montage. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à ce film, c'est spécifiquement sur ces aspects-là. Mhm. Après, sur le scénario et la mise en place, comme tu l'as dit, de la cohérence du récit, là on peut se poser des questions, sachant que le film est quand même assez long, il est divisé en chapitres. Bon, après en soi, c'est pas Alors, inintéressant. plus que des chapitres, mais on va revenir là-dessus en plus en détail, ce sont des actes. Et Exactement, c'est vrai que ça a son sens ici. plus exactement, ce sont des actes, et comme tu l'as dit, c'est vrai que les mots ont leur sens, et tout particulièrement ici, bon. On est en pleine métaphore de création artistique. Alors peut-être on va revenir parce que tu parlais du remake ou pas. C'est vrai, c'est vraiment la question importante pour Suspiria. Si on s'attend à un remake d'Argento en termes de grandiloquence, d'hubris, comme dirait l'autre, bon, on serait un peu déçu là. C'est très sobre, hein. C'est très très sobre. C'est quand même l'histoire d'une certaine Suzy Bannon. Bon, on a gardé le même nom dans l'original, qui se rend, alors cette fois elle vient de l'Ohio, puis elle se rend à Berlin donc pour étudier dans la fameuse compagnie de danse de cette charmante dame Elena Marcos. Et voilà, donc après, à la suite d'un essai, quoi, une danse assez étrange, hein, puisque elle est faite sans musique, On en reparlera, hein, mais la fameuse danse sans musique. c'est quand même. Alors là, pour le coup, on parlait Oxymore par excellence. de mise en scène, de chorégraphie, de montage. Je pense que les trois sont réunis pour justement mettre une certaine atmosphère Ah ouais. au film et à cette scène en particulier. Donc à la suite de cette danse, la Suzy Bannon est reçue dans la compagnie de danse de Marcos, et là, elle va découvrir des événements toujours plus étranges les uns que les autres. Alors, c'est un remake ou pas? Parce que on peut vraiment se poser cette question, surtout que on vit une époque du cinéma où de plus en plus on tombe sur des films qui ne sont pas des films, mais une ressuscite quelque chose qu'on pourrait trouver sur Netflix. Voilà, des équivalents de séries TV, des films super-héros. Voilà, donc en fait les producteurs prennent plus de risques. Comment on ramène un bon public pour voir un film? Une très bonne façon de faire, de procéder, c'est de proposer un remake. En fait, Il n'y a pas de risque avec un remake. on opère avec une sorte de forme de recyclage de C'est ça. franchise. Après, là, on peut se poser la question, il choisit de prendre le même titre. Euh, Maintenant, particulièrement, je pense que c'est avant tout une revisite, une réinterprétation. Alors,
moderne. Alors quand je dis moderne, c'est au sens historique, hein, puisque de toute manière, il décide de placer son film à une certaine époque qui a son importance par rapport à ce qu'il déroule. Donc, Ah oui, on n'a pas parlé du contexte historique, c'est vrai. bah, C'est bien de le mentionner. c'est un thème très important. Je pense que même, bah, on en reparlera, mais que c'est un thème. Ah bon, on peut y aller tout de suite là. Bah, alors à ce On va commencer moment-là, par le contexte. allons-y tout de suite. Je pense que le fait d'avoir pris un décor historique, et j'emploie ce terme volontiers, que justement le décor s'incarne par le contexte historique. Alors il faut savoir qu'on est à la fin des années 70, euh, dans une Allemagne toujours En plein dans le entre-déchirée. Berlin divisé du mur en fait, hein, ouais. Exactement, c'est le Berlin du mur d'ailleurs. C'est intéressant de Dont voir on que a célébré l'anniversaire de la chute il y a peu. il y a peu. Et en effet, le personnage, d'ailleurs, se balade justement à C'est ça, cet il fait des entrecroisement, allers-retours. On parle du psychologue là, ouais. Ouais, ouais. exactement, entre cette Allemagne D'ailleurs, de l'Est psychologue, et de plutôt l'Ouest. psychiatre, non? Ah, Psychanalyste. alors Parce plutôt qu'il est dans du Jung, psychanalyste. du Freud, c'est de la psychanalyse, on va être précis quand même. Exactement, je crois qu'au début du film, il cite Ouais, ouais, il y a un livre de Jung, ouais, ouais. quelque chose comme ça, ou l'héritier de Freud, je sais plus Ouais, comment ouais. il s'appelle. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai qu'on est sur une lignée psychanalytique. Alors en même temps, on est en plein dans une période où la psychanalyse connaît quand même C'est un ça. fort essor. Avec les analyses marxistes, effectivement. Exactement, après, justement, dans le contexte d'une société post 68 arde, où Voilà. Alors on déconstruit un certain nombre de le choses. marxisme, parlons-en d'ailleurs. On est en plein dans les attentats et les actions de la bande Abadher. Bande Abadher dont il est fait référence. À un moment, alors on va être précis, le psychanalyste se rend au commissariat. Bon, il y a un petit clin d'œil. On voit l'affiche avec la tête des trois loustiques de la bande Abadher qui Mhm. sont recherchés. Donc voilà, c'est une période de conflit social très violent, en tout cas avec des attentats bon, d'extrême gauche. Voilà. Mm. Alors, bon, je reviens toujours à la même question, mais est-ce que c'est un remake ou pas au final? Parce que bon, ça s'appelle Suspiria, t'as dit ils ont repris le même nom. C'est vrai, donc a priori, là dans les intentions, on y est. Guadagnino n'a pas hésité à annoncer avant qu'il était vraiment un admirateur du film d'Argento, qu'il s'était construit grâce à ce film, qu'il avait une admiration. Là, je pense que ça en a déçu quand même plus d'un, parce que beaucoup d'admirateurs également sont partis du principe qu'il allait reprendre la grandiloquence de l'original, les musiques, tu vois, des gobelins, de gobelines, les lumières baroques, etc. Bon, là, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, moi, je disais tout à l'heure, en effet, faire un remake, on prend pas de risque, c'est le meilleur moyen de s'assurer un public déjà qui se rende dans la salle. Bon, donc là, je crois que le pari a été réussi. Ceci dit, il n'y a pas eu le bouche à oreille, puisque le film a Oui, été quand même un relatif échec. je vais même aller plus loin, je pense. Alors là, je suis un peu sarcastique, je pense que ce film a été financé pour la seule et unique Mhm. raison que le film s'appelle Suspiria Ouais, et qu'il y a eu un original avant. ouais. Alors je pense en effet que ce n'est pas un remake parce que je crois profondément que le réalisateur est assez intelligent pour penser que de toute manière la copie sera toujours moins bonne que l'original. Et c'est pour ça que j'ai parlé de réadaptation, Tout à fait. à la fois à travers le personnage, hein, qui vient des États-Unis, en Allemagne, on l'a dit, dans un contexte historique quand même particulier, où ça dit des choses sur le conflit. Alors, c'est vrai que là, je parle de conflit, mais le conflit historique, il est complètement métaphorisé Tout à à fait. travers l'être humain. Tout à fait. Voilà, le conflit de l'être humain entre les hommes et les femmes, ou même à l'intérieur, je dirais, du processus C'est un film qui est hystérique. d'une Voilà, richesse dans ouais. l'interprétation. Pareil, je crois que ça a un peu pris la tête aux spectateurs, ça, hein. J'écoutais les critiques des youtubeurs. Ouais. C'est vraiment là, ça a été un carnage, hein. Ils ont pas suivi les Ils n'ont pauvres. pas suivi. Bon, Ils ont pas compris. il faut comprendre que c'est un hommage. Ah oui, c'est un hommage là. C'est un réel hommage. Mais alors c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, c'est un peu toujours la théorie du complot. Est-ce qu'on a fait ce film? Est-ce qu'on m'a arnaqué en tant que spectateur? On m'a vendu un remake et en fait je me rends compte que non, on l'a financé uniquement parce qu'il portait le nom pour me faire arriver dans la salle. J'ai payé mon billet maintenant et qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est pas faux. Je pense comme toi qu'il a été financé en effet parce que Suspiria, etc. Bon, le public, les fans. Mais je crois pas du tout pour le coup que Guadagnino ait desservi le film ou l'ait trahi. Je crois sincèrement qu'il apprécie énormément le Suspiria d'Argento. Comme tu dis également, il savait qu'une copie face à l'original, ça ne tiendrait pas. Donc en fait, voilà, il est dans un approfondissement, dans une variation, mais même plus encore en fait. Là, il approfondit vraiment complètement
Le Suspiria d'Argento, qui est un film très sensuel à la base, qui est vraiment un film de l'émotion, du ressenti, de la musique. Tous les sens sont éveillés. Là, c'est beaucoup plus psychologique. Et puis, on approfondit les personnages. Donc, en fait, il va te créer, je sais pas, agrandir tout l'univers Mhm. mental du Suspiria d'Argento, mais pour cette fois donner des raisons, des motivations à cette école de magie noire. En fait, je pense qu'il a repris la partition d'Argento pour pouvoir tirer les notes qui l'intéressaient le plus. Et là, comme tu l'as dit très justement, il va psychologiser les personnages, psychologiser son récit en permanence. Le fait que le film, dès le départ, commence par une séquence assez, c'est moins qu'on puisse dire, hein, très intrigante. Hein. En tant que spectateur, on est complètement déboussolé. C'est un montage très rapide. Hein. Montage très rapide, mais en même temps qui est très significatif une fois de plus. Si vraiment je rentre dans le détail du sens du montage, on est littéralement complètement perdu au même titre Que que la la... jeune femme qui rentre dans le Interprétée bureau par de Chloé cette Grace Moretz. voilà, qui rentre dans ce bureau du psychanalyste C'est ça. qu'elle connaît, est complètement dévastée par ce qu'elle a connu, par l'expérience qu'elle a eue au sein de ce Le montage sanctuaire. exprime vraiment la nervosité en fait qu'elle a. Exactement. La Il y a un panique. sens. Il ne faut pas prendre ça pour des erreurs techniques Du ou tout. un travail de Ah, pseudo-auteur. Non, c'est une réflexion de cinéma. Et là, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est du cinéma. mais le premier plan, moi, il m'a fasciné le premier plan. On a l'habitude de finir cette émission en évoquant notre plan ou notre scène préférée. Alors là, je prends un peu d'avance, mais le plan du début est vraiment. J'ai trouvé épatant parce qu'en fait, il résume tout le film, c'est-à-dire qu'on a sur le même plan, on arrive quand même dans un film d'horreur. Et puis on a un plan qui nous montre la Chloé Grace Moretz qui est complètement prise au milieu avec des manifestants, des policiers. Alors ils jouent beaucoup sur leur champ parce qu'en fait on voit deux, trois manifestants. Oui, oui. Mais à partir du Hmm. son du bruit, on comprend que ça chauffe. Et on la voit paniquer. Alors on est étonné. On s'attend à ce qu'elle ait peur, si tu veux, d'une grosse bête, d'une sorcière. Bon. Et en fait, on se rend compte que tout cet état vraiment de peur, de panique est lié, en tout cas dans le découpage, directement au contexte politique et social. C'est en ça que ceux qui n'ont pas compris que, comme tu disais tout à l'heure, le film est évidemment une métaphore de l'époque, une métaphore politique, n'ont pas compris le film, ne peuvent pas le comprendre. Et voilà, et c'est l'angle d'attaque qu'il faut avoir en regardant le film. Alors bien sûr, ça demande un certain background, mais en tout cas, après, au-delà de cet aspect culturel, il faut avoir, pour le coup, les yeux grands ouverts lorsqu'on regarde un film. Ça. Et ce genre de film qui, en effet, ne ressemble sans doute plus aux films d'horreur que les gens ont l'habitude de voir aujourd'hui, et c'est fort dommage, parce que tu as parlé des sons hors champ, l'importance de la musique, l'importance du son qui agit dans La l'atmosphère du suggestion, film, hein. dans la suggestion. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas l'élément à l'image qu'il n'est pas présent. Ça agit comme une pression permanente. Une fois de plus, on est dans la psychologie. Bah, c'est typiquement ça. C'est les coups de marteau que l'on ne voit pas, mais que l'on entend en permanence. Donc c'est là que ce film arrive à manier les sens, à manier la technique de cinéma pour essayer de créer une ambiance qui est vraiment plutôt, c'est le cas de le dire, bien mis en scène. Et cette séquence d'ouverture en est la preuve totale, puisqu'elle nous montre ce qu'est le film et ce qu'il va advenir jusqu'à la fin, où quand même on a j'allais dire une épopée de ce dernier acte, qui est une exaltation de tout ce qui s'est passé, qui est une révélation également. Euh, bon, Ah, une révélation, là, pour le coup, même religieuse. Hein, ouais. c'est une révélation, On oui, aura l'occasion d'en religieuse. reparler avec tous les symboles, les métaphores, mais... Tout est condensé. Et tu parlais de symboles, mais dès la première séquence, les symboles, ils apparaissent. Symboles francs-maçons. Ah ouais, alors ça, là, il s'est pas Le privé, le grand œil, Guadagnino, il s'est fait plaisir. Hein. voilà. Là, les amateurs de la théorie du complot vont se réjouir. Hein. Bah oui, voilà. Mais c'est assez étonnant de voir à quel point le metteur en scène va glisser des symboles Ouais, ouais. qui sont quand même Et c'est même très pas, particuliers. le triangle ou l'œil, là, c'est vraiment l'équerre et le compas. C'est le gros plan. Ah ouais, et le gros plan sur Ouais. l'équerre et le compas. Donc là, c'est... Ouais. M'as-tu vu quand même un peu, hein. Il y a ça, et en plus, on a toute cette, alors je dis paranoïa, parce que nous, en tant que spectateurs qui découvrons cette première scène du film, on est plongé dedans. Lorsque le personnage féminin nous dit ce sont des sorcières, je vous dis que ce sont des sorcières. Voilà, on est littéralement plongé dans une psychose hystérique. Et le personnage du psy, hein, dont on verra
la supercherie, entre guillemets, je ne sais pas si on peut le dire, je crois que oui, que son personnage est interprété par Tilda Swinton. C'est-à-dire que Tilda Swinton dans le film a le brio, le génie, de jouer, d'interpréter 3 personnages en tout, quoi. Ouais. Donc C'est le sien de Madame Blanc, Madame Blanc, ouais. celui du psychanalyste, Ouais, et enfin Elena Marcos Grimet. c'est ça. Voilà, avec un peu de C'est gras, ça. un peu de gras en plus. Donc, on est au théâtre, on peut incarner Totalement, plusieurs personnages, totalement. c'est le cas, et elle. D'ailleurs, c'est vraiment un metteur en scène. Alors moi, bon, je vais être honnête, j'ai Mhm. pas vu beaucoup des films de Guadagnino, Ouais. mais je sais déjà qu'en effet, il reprend des acteurs des actrices en l'occurrence, avec lesquelles il a pu jouer, enfin, il a pu tourner dans le passé. Donc c'est quand même une équipe qui se connaît bien entre, Mhm. Tilda Swinton étant un film précédent. Il aime beaucoup la théâtralité. En tout cas, dans Suspiria, d'ailleurs, il s'en cache pas. On avait dit, le film est découpé en actes, un acte et un épilogue, il me semble. Et il y a beaucoup comme ça, il aime bien les plans d'ensemble. Hein. Tu vois, alors on a l'impression de regarder une scène, des personnages comme ça qu'on voit de loin, qui sont tout petits, la caméra qui ne bouge pas. Des fois, on se croit vraiment au théâtre. C'est aussi un hommage justement au cinéma des années 70. Tu l'as dit, les plans d'ensemble, ce sont des plans grus. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus au cinéma, ce Mhm. genre de plans. On s'embête plus. Voilà. La plupart du temps, les plans d'ensemble, c'est des plans drones maintenant. On s'embête plus à mettre une grue, hein. Alors moi, j'ai vu également des références à l'expressionnisme, au cinéma des années 20. Voilà, mais c'est pas étonnant étant Ouais. donné. Alors, c'est directement lié bien sûr au fait que l'histoire se déroule en Allemagne. Donc, bien sûr, rappelons que l'expressionnisme allemand, bah, c'est quand même un mouvement artistique majeur du début du XXe siècle, et d'autant plus dans le cinéma. Celui de Fritz Lang, par exemple, hein, qui en est le pionnier. Bon, c'est absolument magistral parce que c'est un cinéma euh, qui est basé extrêmement sur un jeu d'ombre et de lumière, sur l'expression des visages, d'où la théâtralité également, qui n'apparaît pas juste pour les acteurs et pour les personnages, mais qui apparaît aussi pour le décor. Je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs, dans ce Berlin, il pleut tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, ça aussi, c'est bête à dire, mais c'est de la théâtralité, c'est de la mise en Bon, scène, j'imagine qu'actuellement à Berlin, il ne doit pas faire très beau, en tout cas pas plus qu'ici à Paris. Mais c'est vrai que certainement. là, quand même, ils ont mis les bouchées doubles pour Mais t'as les remarqué douches qu'elle de arrive dans pluie. une ville, il pleut, il neige au bout d'un moment, quoi. Alors là encore, petit clin d'œil quand même au film d'Argento, parce que quand Oui. Suzy Bannon arrive, alors je sais plus dans quelle ville d'ailleurs, c'est pas Berlin hein, dans l'original, c'est Fribourg je crois. Alors sans doute, à Et vérifier. Ouais. donc elle arrive sous un orage, pareil, hein, une pluie, mais voilà, c'est pas pareil, là c'est très terne, c'est très triste, Ah c'est très sobre. oui. Mais Et c'est pour ça que j'adore le plan, le premier plan sur l'école, parce que c'est là, j'ai compris en tant que spectateur que le film n'allait pas du tout être un remake, mais allait même être à l'opposé et jouer mhm. avec les codes de l'original. C'est quand on voit l'école qui est toute grise, voire légèrement verdâtre, alors que vraiment dans l'original Suspiria, on arrive avec les murs rouges, rouges C'est flamboyants. ça, c'est. Et là, on se dit, ça va être totalement différent ce film. Il y a un contraste au niveau de l'image, tu l'as dit, c'est vrai que chez Argento, on est sur des couleurs très très saturées. Bon, c'est d'époque, hein, le cinéma d'italien de cette époque-là est fait de cette manière-là, mais pas seulement, le cinéma français également. Alors qu'aujourd'hui, l'image est beaucoup plus grise. Elle est complètement sous-exposée, hein. Et... Mais en même temps, une fois de plus, c'est très significatif dans l'atmosphère sombre qui est complètement construite autour du personnage, et surtout, tu l'as dit, même sans spoiler, hein, c'est mon interprétation, je crois profondément que le personnage principal du film, c'est justement cette école de danse. Enfin, cette école de danse entre guillemets, parce que comme dans tout bon film d'horreur, le lieu a une importance. L'endroit où il se passe des événements, c'est une incarnation et c'est également un symbole en soi. Et il est intéressant le lieu d'ailleurs et la mise en scène, parce que je me disais, tu faisais référence au Berlin avec la pluie, c'est vrai que l'extérieur ne donne vraiment pas envie dans ce film. Ah oui. Donc c'est intéressant parce que dès le début, avec autant de pluie, on a envie de se réfugier. Les personnages ont envie de se réfugier et nous, en tant que spectateurs, l'arrivée dans l'école, en fait, qui est comme une sorte de cocon, est rassurante. C'est pas que la mise en scène du tout de l'école soit rassurante, mais on a envie d'aller dans un endroit qui va nous rassurer, où on va être bien à l'abri.
Et en fait, c'est de là, je pense, que naît l'angoisse et la peur dans le film, c'est que c'est tout le contraire. Et que la peur, l'horreur, va naître dans ce lieu qui est censé être le lieu en principe où on s'abriterait. Là, tu touches à un point qui est crucial, que j'appellerais d'un point de vue psychanalytique, mais je pourrais dire la même chose pour Eyes Wide Shut, l'intérieur versus l'extérieur. À quel point ça peut avoir une importance. Souviens-toi, dans Eyes Wide Shut, les intérieurs sont très luxueux, sont très brillants, et l'extérieur, c'est c'est un endroit qui peut être dangereux. Décidément, on s'en remet pas d'Eyes Wide Shut, hein. On pourra en parler toute la Mais vie. oui, mais en On même temps, l'aime tellement, ce film. bah, on l'aime tellement, mais ce sont deux films qui abordent la psychanalyse en fait, donc c'est pour ça ils se rejoignent au bout Tout à d'un fait. moment, et c'est pas anodin si on parle de ces deux films et qu'on essaye de les analyser au mieux. Donc là, comme je te disais, elle rentre dans un endroit qui paraît sécurisant, parce qu'il doit l'être, à la Il fois doit pour les l'être, filles qui exactement. sont là et pour elles qui arrivent. Mais l'extérieur, en effet, il est très très morose. Les personnages sont sous la pluie en permanence, alors que cet intérieur, bah, elles arrivent, on leur montre leur chambre. Enfin, Oui, il y puis a il est une censé y présentation qui est avoir, très agréable. on va en reparler un peu plus après pour l'analyse, mais il est censé y avoir une chaleur humaine, une certaine solidarité, en l'occurrence féminine. Ah mais c'est présenté comme ça dès le départ. Elle Ouais. le dit, voilà, nous sommes une école de danse avec des femmes On a un mouvement féministe, et elle nous le dit sommes plus ou un moins. mouvement féministe. Voilà, on a nos idées. Bon, ça, on va creuser après, mais pour les références du film, c'est vrai que, bon, paraît-il, il a voulu s'inspirer au niveau de l'image du travail qu'avait fait le chef-op de Fassbinder. Donc là, encore cinéaste allemand, Berlin, c'est pas un hasard, Ah puisque oui. Fassbinder Ah oui. a beaucoup tourné dans ce Berlin. Et au niveau de l'image, des références au tableau de Balthus. Donc on est beaucoup sur des marrons, des gris, et puis à la fois, on fait ressortir dans cette ambiance très grisâtre des couleurs vives par moment. C'est-à-dire la couleur rouge du manteau d'un professeur, la chevelure rousse de Dakota Johnson. C'est des touches comme ça de couleurs qui viennent un peu, bon, redonner un peu de vie ou... Mais qui amène ce contraste dont tu parlais en fait, hein. C'est cette tension permanente entre deux entités qui peuvent paraître opposées, pourtant qui coexistent ensemble. Alors tout à l'heure, on a abordé l'horreur. Donc toi, tu penchais plutôt sur finalement une sorte de classicisme. Ah, carrément. Alors, moi, c'est drôle parce que j'ai vu également beaucoup de classicisme, ces plans un peu du style théâtre. Il y a plein de choses, des fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de plein de meurtres, d'hémoglobine. Là encore, on est à l'opposé, au passage, de ce qu'avait fait Argento. On n'a pas besoin de tout ça. Donc finalement, c'est vrai qu'en quelque sorte, le film est très classique. Mais à la fois, j'ai trouvé qu'il y avait d'énormes innovations. Moi j'ai vraiment été bluffé quand j'ai vu le film, surtout que j'avais eu des retours très mauvais. Alors peut-être il y a eu l'effet surprise, Moi aussi. agréable Ouais. surprise, on m'en a dit tellement de mal. Et là je tombe face à un film, moi j'étais épaté, je n'avais pas pris autant de plaisir au cinéma peut-être depuis 10-15 ans. Vraiment, c'était une jubilation, c'était agréable, je me régalais. Et je voyais, je sais pas, une façon presque nouvelle de faire de l'horreur, un nouveau genre. Alors, pareil, c'est des films d'horreur, j'ai peu eu l'occasion de les voir, mais semble-t-il, bon, d'après certains critiques, ce serait dans la lignée un peu de The Witch ou encore Hereditary. Moi, je les ai pas vus, hein. Donc si peut-être tu peux Alors, apporter ta pierre. The Witch, je ne l'ai pas vu. Et Hereditary, c'est quoi ça? Alors, il me semble l'avoir vu. Alors, il me semble l'avoir vu. C'est Hérédité en français, c'est ça? Exactement. Alors, je n'ai pas du Ouais. tout aimé ce film. Ouais. Alors, T'as trouvé qu'il y avait un lien dans le style ou la façon de faire l'horreur C'est ce que j'ai entendu en certains critiques. non, honnêtement. Alors, comme je viens de te le dire, je n'ai pas du tout aimé ce film qu'on m'a présenté comme étant un Un chef-d'œuvre de chef-d'œuvre. l'horreur, etc., Bon bah alors moi etc. ça m'arrange parce que si tu veux j'étais content de voir en Guadagnino et Suspiria une nouvelle façon de faire de l'horreur parce qu'il faut quand même le préciser. Là c'est pas Argento ou Mario Bava qui nous pond un giallo. Oui, ouais, C'est-à-dire ouais. que à la base Guadagnino c'est pas du tout un cinéaste de film d'horreur, il a rien à voir avec ce genre. Et c'est peut-être pour ça qu'il Ah, l'épouse c'est sans aussi doute bien, pour de ça. manière aussi originale. C'est qu'il prend pas ça comme un film d'horreur finalement. Alors bon, moi j'ai vu ça comme quelque chose de nouveau, avec une façon nouvelle d'aborder l'horreur, vraiment. Donc on verra, est-ce que c'est presque des innovations, moi j'ai envie de dire, qui vont se refermer, qu'on ne retrouvera pas, ou est-ce que ça va se contaminer à d'autres films? Alors j'ai envie de répondre déjà qu'au niveau économique, vu comment le film s'est relativement planté, et vu les problèmes au niveau des critiques, je ne sais pas si beaucoup de personnes vont avoir envie de reproduire le geste de Guadagnino. Ah, c'est même certain que malheureusement,
la tentative, je pense, n'aura pas lieu une deuxième fois, en tout cas pour ce réalisateur-là. Hein, le cinéma de commerce faisant foi. Bon, une fois de plus, c'est dommage parce que grâce à ce budget, il a quand même bénéficié d'une pléiade d'acteurs. Hein. On a parlé de Tilda Swinton, de Dakota Johnson, qui pour moi a été une certaine forme de révélation, puisque pour l'instant, elle n'a pas une carrière très florissante. Alors n'oublions pas Cocorico, une Française, pareil grimée, qu'on ne reconnaît pas à la base, et on a la surprise de trouver son nom dans le générique de fin. Sylvie Testu. Ah oui. Eh ouais, Sylvie Testu est là, est présente dans le rôle de C'est de cette professeure qui va en fait, bon, on spoil un peu, mais qui va se suicider, quoi. C'est dit que c'est un film féministe, faut que j'y aille. C'est ça, peut-être. Sylvie Testu. Bon, c'est étonnant parce que c'est comme Tilda Swinton, on ne la reconnaît pas. En tout cas, quand elle... alors je l'avais pas reconnue pour le coup, tu vois, Ah, tu me l'apprends, mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de femmes dans cette école, beaucoup de donc femmes. beaucoup d'actrices. Mais bon, tout Et ça c'est pour vrai que te dire que c'est un bon casting, quoi. Moi, beaucoup de personnes m'ont dit à la base, mais je comprends pas comment, d'ailleurs, avec une production Amazon, il a pu avoir un casting aussi prestigieux, presque. Alors bon, voilà, en fait, quand on se renseigne, moi, au début, pareil, je me suis dit, tiens, un gars un peu inconnu qui fait un film avec Amazon. En fait, c'est quand même, il a fait de bons films avant, quoi, qui ont été vachement salués par la critique. oui, 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 oui. Donc bon, c'est pour ça, je pense qu'il a su Ils l'ont convaincre pas ses embauché au acteurs, hasard. Oui. voilà, il a su les Non, convaincre. il a eu cette chance de pouvoir embaucher ces actrices-là. Maintenant, comme je t'ai dit, ça se marquera que d'un seul essai, peut-être pas d'un autre. Et c'est dommage. Après, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux innovations, alors je comprends, en effet, par rapport au fait que ce n'est pas un cinéaste de l'horreur. De mémoire, il n'a pas fait d'autres films d'horreur avant. Alors pareil, je ne suis pas un spécialiste de sa filmographie. Mais c'est ça qui est intéressant, je crois, en tout cas dans le traitement de ses personnages. Il a voulu en faire quelque chose d'autre, voilà, de peut-être plus profond sur un certain nombre d'aspects en entrant dans justement ce délirium. Et la séquence d'ouverture, une fois de plus, hein, en est le symbole absolu lorsqu'elle rentre, une fois de plus, dans le bureau du psychanalyste. Tous ces symboles qui apparaissent, euh, le psy qui nous dit qu'elle pense que sa mythologie est confirmée. Hein. Pareil, l'emploi des mots est très important, on parle de mythologie. Bon. Quand on voit à la fin du film, du chapitre, que toute cette révélation apparaît de manière absolument incroyable, elle nous jaillit un petit peu à la figure, à nous spectateurs. Bon, on rend compte que toute cette tension qui coexistait à l'intérieur de cette école de danse, elle est là en train d'apparaître, que toute cette magie noire, elle se cristallise par la danse, par ce spectacle de danse qui est donné, qui est un petit peu par un spectacle d'art moderne, on dirait, ou postmoderne. Bon, voilà, je trouve que c'est assez marquant, peut-être dans l'innovation des chorégraphies. Peut-être. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle façon d'appréhender le genre. Alors peut-être avant vraiment de rentrer définitivement dans le vif du film, Argento, en tout cas, n'a pas du tout reconnu le bébé, quoi. Il veut pas être grand-père, Argento. Dario, Non, non, ça non, l'intéresse plus, là. malheureusement non. Il a dit que le film avait même trahi, en gros, Suspiria, quoi. Alors moi, j'ai été étonné parce que, bon, j'adore Argento, c'est un de mes réalisateurs favoris, Suspiria est un de mes films préférés. Je suis vraiment un inconditionnel et ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier l'approfondissement, on dira, la variation que donne Guadagnino. Et alors moi, je pense quand même que Argento, en réalité, il s'est senti un peu dépossédé, quoi. Plus qu'autre chose, il a senti qu'en fait son œuvre lui échappait parce que selon moi, Guadagnino arrive à faire à un tel point quelque chose de bon, d'approfondi, de développé, que Argento se fait un peu piquer son bébé en fait. Moi, je vais aller plus loin, hein, toujours dans le sarcasme. Je pense même que sur certaines séquences, il fait mieux qu'Argento. Alors après, Mais moi je comme les j'ai dit, compare pas, je les oppose pas, sincèrement. alors non, mais je vais pas les On sent le opposer. fan d'Argento qui revient au galop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il reprend la partition, mais il va plus loin et en termes de mise en scène, hein, je parle en termes de mise en scène, euh, ça peut être plus intéressant. Euh, cette scène de danse là, quand elle arrive, c'est absolument, c'est magique là pour le coup. Euh, on est absolument subjugué. Euh,
tout tient à la fois dans la mise en scène chorégraphique et dans le montage. C'est voilà, on passe d'un plan où on la suit à un plan complètement en hauteur qui est un plan omniscient quoi. C'est difficile à décrire comme ça, mais lorsque vous regardez la séquence, en tout cas, vous ne pouvez pas être insensible à ce que vous voyez et à tout, au même, au-delà même de la technique, à ce qui est en train de se passer. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de musique. Elle nous propose une danse Qui est qui subjugue. déshumanisée. Voilà. Et mais qui à la fois subjugue. Elle est envoûtante. Elle est Ça fait envoûtante. entièrement, on va Mais oui. rentrer dans le vif du sujet très bientôt, je vous assure. Il y a tellement à dire, mais en fait, ça fait partie du rituel et de la magie, la danse. C'est au centre de la magie de l'Académie Marcos. Et d'ailleurs, on peut souligner, en termes de musique, quand même l'excellente composition de Tom York, donc le chanteur de Radiohead. Eh oui. Elle est Là aussi, c'est envoûtante, étonnant. elle est Ouais. belle cette Ouais, musique. ouais. Autant dans le thème final qui est hyper doux. Ah, mais moi, J'adorais. j'ai été très surpris de voir. On connaît on connaît tous Radiohead, mais qu'un des membres du groupe arrive à composer quand même une musique, puisque quand même la musique au cinéma c'est un genre à part entière et il faut savoir manipuler ce genre-là. Il arrive à faire quelque chose qui est assez entêtant, mais dans le bon sens du terme, hein. Il Mais crée quelque chose. Mais pareil, là c'est tout à fait original, c'est tout à fait nouveau de donner une telle musique, une telle BO à un film d'horreur. On n'a jamais vu ça, enfin. Ou alors ce serait loupé, ce serait un nanar. Bon, certains ont trouvé que la Certains scène diront finale ça. était comme ça. Bon, mais. Non. Et ça se discute. On va. Bon, allez, on entre dans le sujet décidément. Alors, par quoi commencer? Bah Il y a oui. beaucoup de choses à en dire, hein. En tout cas, juste pour finir quand même sur Argento, pour moi le film Guadagnino n'a pas trait à Argento, et d'ailleurs le film est bourré de références à Argento. Il est bourré de références à Suspiria, et même à la filmographie, à certains films comme Phénoména, j'ai trouvé. Ouais. Euh, Il y a beaucoup d'éléments, et c'est pas superficiel, c'est pas artificiel. C'est-à-dire que récemment j'ai vu la suite, on va dire, du Shining, c'est-à-dire Doctor Sleep. Ah, C'est oui. quand même un livre qui a été écrit par Oui, par Stephen King, hein. C'est pas non plus une invention des studios d'Hollywood, mais le film s'emploie, Doctor Sleep j'entends, à faire plein de références au Shining d'origine avec Nicholson, Shelley Duvall, etc. C'est totalement loupé, c'est nul, c'est vraiment nul, j'ai trouvé ça grotesque. Alors au bout d'un moment, tu as l'impression que voilà, c'est le côté je te fais un remake, je te fais la franchise, alors je te place des images, tu vois, on se rappelle du film de Kubrick, c'est grossier. Là, c'était bourré de références et j'ai trouvé ça fin, subtil. C'est vrai que se pose la question de l'adaptation. Alors, pour essayer de refermer cette parenthèse, là, pour le coup, me semble-t-il que Stephen King a adoré Doctor Sleep, hein, d'après ce que j'ai entendu. Comme Ouais. quoi, c'est assez étrange. Mais en fait, Mais c'est la King, question de King a l'adaptation. détesté l'adaptation de Kubrick, hein, donc, Comme quoi. tu vois. Après, tu ne sauras jamais le fin mot de l'histoire. Est-ce que King aimait Kubrick? Voilà, qui n'était pas un homme très appréciable, en tout cas par les gens qui l'entouraient. Parfois, Moi, je ne ça touche tient un pas, peu de je ne choses. touche pas au maître, je ne dirai rien. Moi non plus, personnellement. Mais alors, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce livre, de voir ce film et de lire le livre d'ailleurs, donc c'est vrai que je vais m'épargner de tout jugement. Bon, on va se recentrer sur Suspiria, mais c'est vrai que ça vaudrait presque le coup d'une émission. Non, le film est bourré de références à Argento. On a déjà les ronflements de la Mater. Déjà, on retrouve la structure des mers. Ah oui, bien Mater sûr. Tenebrarum, Suspiriorum, etc. Oui, oui. Il y a les ronflements qui rappellent ceux de Marcos dans le premier Suspiria. Moi, j'ai adoré le clin d'œil à un moment, justement, dans la fameuse audition. Au départ, quand Dakota Johnson danse, à un moment, il y a un plan, on voit l'image comme si on était dans le point de vue de la danseuse. Alors, elle tourne sur elle-même et la caméra tourne. C'est magnifique, Ça, c'est incroyable. c'est évidemment le plan d'Argento dans Suspiria. Ouais. Donc là, c'est vraiment le clin d'œil. Et puis, tu vois, c'est subtil. C'est pas lourd, c'est pas grossier comme des fois on fait des références. Voilà, tu parlais qu'il y a beaucoup de pluie. Dans Argento, il y a souvent beaucoup de pluie, et même énormément. Et chez Argento, c'est le vecteur du mal. Alors, on va revenir là-dessus, mais là, ici, le vecteur du mal, c'est pas tant la pluie, mais sinon, justement, la danse, le rituel. Quoi d'autre? Un moment, elle descend les marches dans le métro, on voit écrit dans le métro la station Suspiria. Donc voilà, C'est malin, c'est des petites voilà, c'est références. malin, c'est sympa. Moi, je trouve ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça artificiel pour Et le coup. même tous les plans avec sa mère, là encore une fois de plus, en termes de flashback, en termes de montage, c'est absolument. C'est des métaphores à tout va, c'est vraiment du symbole, en veux-tu, en voilà.
Euh, mais je trouve que c'est assez fort et c'est d'autant plus fort qu'aujourd'hui ce genre de procédé n'est absolument plus utilisé, hein. On voit plus ça au cinéma. Et alors, on voit les liens avec Argento, mais en fait, tout ça se Mhm. vérifie vraiment dans les faits, hein. C'est pas un délire. C'est-à-dire que le monteur du film, on l'a pas encore cité, mais c'est Walter Fasano, Mhm. qui a été ni plus ni moins que le monteur des films d'Argento sur trois Argento. C'est-à-dire, il y a Prayer, il y a, vous avez dit Hitchcock, et surtout Mother of Tears, qui est en principe le Le dernier, dernier le ouais. dernier de la trilogie des Mater. Alors, il y a Suspiria, il y a ensuite le deuxième Inferno, et on Mhm. finit par Mother of Tears, qui a été relativement un échec. Bon, il y a plein de qualités, hein, dans ce film. Mais bon, c'est pas le Argento qu'on a connu avant. Et ben, on en reparlera. Mais la scène finale de... D'ailleurs, je précise, en plus d'être monteur, Fasano était scénariste sur Mother of Tears. Donc tu vois. Et donc là, il est monteur pour Guadagnino. Donc tu vois, il a pas trahi l'œuvre d'Argento, il a même récupéré les gens avec qui bossaient. Alors je comprends, tu vois, que Argento se sent encore plus dépossédé. C'est On sans lui doute pique pour son ça. équipe. Ouais. C'est sans doute pour ça. Et la Ouais. scène finale, eh ben, il y en a d'ailleurs qui l'ont vu, hein, mais la scène finale de Suspiria Remake 2018, c'est quasiment du Mother of Tears. La fin de Mother of Tears, c'est pareil. C'est très rougeâtre, c'est très un peu guignolesque. Et on a l'impression, et alors là, c'est peut-être là que ça devient un peu indécent pour Argento, voire un peu blessant, c'est qu'en fait, on a l'impression, sincèrement, hein, Mhm. que Guadagnino, mais moi je pense que c'est un geste généreux de la part de Guadagnino, mais il essaie de reprendre ce que Argento n'a pas su faire ou n'a pas vraiment bien fait dans Mother of Tears. Il le reprend, voilà, il a pris sa boue et il en a fait de l'or. Pour dire ça, oui. Bah, oui, c'est qu'on on pourrait avoir cette interprétation-là, et ça permettrait peut-être de comprendre ou d'expliquer pourquoi Argento n'a pas apprécié qu'on fasse entre guillemets, un remake. Alors après, je sais pas comment on lui a vendu, encore une fois de plus, hein, c'est toujours pareil. C'est peut-être dit, oh là là, ça y est, on va détruire mon film culte. Bon, Non, mais il a dû se dire narcissiquement, il s'est dit, on comprend, il s'est dit, on va me rendre hommage. On va me rendre hommage à ce que j'ai fait. Pas du tout. Le mec prend le chemin contraire. ben oui. Et pourtant, bah, comme je t'ai dit, hein, il a tort parce qu'au vu de. Alors, tu parlais de ce dernier acte. Bon, on est en plein dans le cœur des rituels à l'acte. Voilà. Et comme toute forme de rituel de magie noire, c'est quand même très organisé. Et sans doute, mais une fois de plus, hein, moi je l'analyse de cette manière-là, les gens ont l'habitude de voir aujourd'hui du cinéma d'horreur qui n'en est pas, hein, si vraiment je vais être un peu méchant, avec des effets qui sont plutôt de l'ordre du gore que de l'intelligence de l'horreur. Bah là, on est sur le pan Mais, inverse. mais il est très fort sur les cadres. C'est-à-dire qu'au au début, la première heure, il y a tout un jeu sur les miroirs. À chaque fois, il fait des fameux plans Ah là là, miroirs, c'est donc ils font c'est ressortir magnifique. la dualité des personnages. Parce qu'il y a quand même, on va pas tout spoiler, mais il y a quand même une intrigue dans le film. C'est-à-dire qu'on se fait avoir en tant que spectateur, on se fait manipuler. Quand à l'arrivée, on découvre qui est vraiment Suzy, c'est pas du tout comme ça dans le Argento. Pas du tout. Et Ouais. alors là, tu as tous ces plans miroirs, il y a toujours un miroir qui traîne, alors on voit le reflet du personnage. C'est angoissant, c'est réussi. Il y avait un côté, même j'ai trouvé nippon un peu, tu vois, Mhm. l'horreur à la The Ring, tu vois, avec les miroirs. Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était très maîtrisé. C'est-à-dire que des fois, on voit des. C'est un corps, bah, on en revient à The White Shot, à notre émission, mais c'est l'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire qu'on voit le reflet de la personne, mais on ne sait pas que c'est elle. Et ça, on a une drôle de sensation, et même des fois, on a peur. Et en fait, on se rend compte que c'est le reflet du personnage auquel, en principe, on s'identifie. Et c'est ça. Et tout le reflet apparaît dans cette salle de danse avec les multiples miroirs, où, bah, bien sûr, en tant que metteur en scène, il ne pouvait que les utiliser à bon escient. Et du coup, ça me fait penser à, bah, tout est rituel, hein, dans cette école de danse, hein, il faut le préciser. Et le dernier chapitre, ce dernier acte, c'est un petit peu l'apogée des rituels mis en acte. Alors justement, parlons un peu de ces sorcières. Comment procèdent-elles? Alors moi, j'ai retenu que, bon, c'était pas des dames très agréables, très sympathiques, Non, pas du tout. en tout cas en privé, parce que en public, Madame Blanc, justement, elle elles est ont, très. elles ont toute une chaleur humaine, on va Voilà, en ouais, reparler, ouais, mais concrètement, dans les faits, elles volent les cheveux et elles volent les urines. ouais, ouais, Voilà. ouais. Alors ça, c'est le début de l'appropriation, et après, grosso modo, elles font des êtres, des zombies en fait, hein. Des zombies rouges d'ailleurs, hein.
couleur n'est peut-être pas anodine hein, quand Ah on non, sait non, toutes les pas du tout. métaphores politiques dans le film, et elle les aspire avec des crochets. Des crochets qui, franchement, des fois, font écho, je trouve, aux fossiles soviétiques. Et je crois pas que là, je vais trop loin dans l'interprétation. Je pense que c'est ceux qui n'ont pas voulu voir ça dans le film qui, justement, passent à côté du lien avec le contexte historique, qui n'est pas du tout gratuit. Non, non, je Et pense pas quand que on ce soit voit gratuit. Non. cette faucille taguée devant l'école sur le mur, on voit quand même un peu un lien, tu vois, avec ces crochets. Bon, il y a toute une métaphore. Alors bon, c'est quoi en fait cette école? C'est une compagnie qui est divisée. Il y a la division au sein même de la compagnie. Alors il y a les marcossistes et il y a les Oh, blanchistes. c'est ça, Et donc voilà, fais le ton fameux choix. vote. Le fameux Le vote. fameux Je vote choisis Marcos, je en plan choisis blanc. séquence avec justement les sons hors champ dont Alors on moi parlait j'ai tout à adoré l'heure. ce plan de présentation C'est des incroyable. profs. J'ai adoré. Au début on comprend pas. Ah bah non. C'est pour ça que c'est un film intelligent. Et il Ouais. mérite vraiment un second visionnage. On peut le revisionner, prendre plaisir, on revoit plein de choses. C'est ça, ça prouve quand même que c'est un film riche. Alors, peut-être faut préciser aussi pour les auditeurs, parce que ça, c'est pas non plus anodin. Le film fait 2h30, grosso modo. 2h33, je crois. Ouais. Euh, Attends, moi j'ai appris qu'à la base, le film faisait 4 heures. Le film faisait 4 heures. Et Walter Fasano a supprimé, il a dû, Ah, et forcément, pour là, le oui, il n'y a pas eu le sortir, choix. 1h30. Et encore, t'en vois beaucoup, toi, des films d'horreur qui font 2h30. Non, C'est pas non, courant, un non, film d'horreur, non, c'est même non. des fois 1h20, Ouais, 1h30. T'es sur du Argento, 1h40. ouais. Bon, Non, non, ça dépasse rarement plus. là, 2h30, on est là, on est sur une fable, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un contexte historique qui est pris en compte, toute une métaphore. Et en fait, moi aussi, j'ai été très déçu par certains moments du film, la deuxième partie notamment. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire cette histoire de camp, d'amour du C'est la grande psychanalyste critique qui a été faite au ouais, film. mais moi j'ai été comme tous les spectateurs. Je me suis dit, mais c'est en trop, ça se raccorde pas, ça se raccorde mal. Alors c'est intéressant sur le plan de la métaphore, hein. On file. Les soviétiques, les nazis, tout y est. C'est de la métaphore. Allez, Ouais. les camps, Ouais. tout ça c'est très bien. Mais c'est tellement amené d'une manière qu'on se dit, mais c'est hors sujet, et puis en plus c'est trop. Et puis on a le dernier plan du film quand même qui se termine sur les initiales gravées donc du psychanalyste pardon, et là encore quand même petite révérence à Argento, il reprend Jessica Harper pour lui faire jouer un petit rôle. Ouais, ouais. Donc voilà, ça se finit en fait, on ne sait plus, on a un film sur quoi? Sur le personnage de Dakota Johnson, sur l'école, on disait que l'école est finalement un des acteurs principaux du film. On a un film sur l'amour, sur les camps, sur la critique du soviétisme. Ouh là 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 là, ça commence à faire beaucoup là quand Il y a même. beaucoup de... Ça, c'est, je pense, un gros défaut du film, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Et le fait que tu me dises qu'à l'origine, le film Bah oui. faisait 4 heures, bah, je pense que ça justifie Mais le donc tout. voilà, c'est ça, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait on comprend. Moi, Il a opéré à des quand coupes j'ai et il a appris gardé ça, les petits plans. c'est qu'en fait le film a Ouais. été, comme Ouais. pas mal de grands chefs-d'œuvre d'ailleurs, massacré. Il a dû être massacré. Comme il était une fois en Amérique dans certaines versions quand il est sorti. Plein de grands films comme ça, on ne les comprend pas. L'opéra d'Argento qui était génial et est sorti dans une copie lamentable. Là je crois que c'est un peu le cas. Il y a des choses qui nous échappent. Donc moi je vais essayer d'être humble avec ce film. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais vraiment, c'est clair. Quand on voit le film tel qu'il est, on voit le produit rendu, fini, ça ne va pas. Ça va pas à ce niveau-là, ça va pas du tout au niveau de cette histoire d'amour qui rentre, qui prend le pas, qui prend le devant. On sait plus trop où donner de la tête, quoi. Donc là, faut reconnaître, c'est un peu loupé. Mais je pense que voilà, on peut en tout cas l'excuser. Et alors, est-ce qu'il y aura un jour un director's cut, quelque chose? Je sais pas. Peut-être, j'ai pas pu me procurer le DVD ni le Blu-ray. Peut-être qu'il y a des scènes coupées. Mais moi, j'aimerais bien voir une version longue, voire 4 heures. Moi, je sais pas toi, mais c'est Voir la vraie 2h30. version, Elles ouais. ont filé comme 5 minutes, hein. Ouais. Je me suis pas du tout ennuyé. Alors, Non, 4 non. heures, j'aurais pu tenir largement. Non, non, c'était, une fois de plus, c'est très bien monté. Le fait d'avoir découpé en actes, ça permet un rythme qui est quand même très, très organisé. Non, moi, j'ai pas du tout été ennuyé. Après, c'est vrai que tu l'as dit, il y a certains éléments du récit qui nous perdent parce qu'ils sont très courts, quoi. Cette fameuse histoire d'amour, on comprend pas trop, en effet, ce qu'elle fait là, à part pour faire symbole. Mais une fois de plus, je pense qu'il a voulu, en effet, mettre beaucoup de métaphores, de symboles dans son film. Alors,
Il y en a d'ailleurs un certain nombre qui passent très bien, on arrive à les analyser, à les comprendre, et il y en a d'autres, on pourrait se poser cette question-là. Est-ce vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de se cantonner plutôt à l'essentiel, mais à ce qu'il fait d'ailleurs très bien sur l'ensemble de ses rites. Tout à l'heure, on parlait des danses et de la fameuse danse diabolique de cette séquence qui est absolument magistrale, hein. On voit Dakota Johnson en train de faire sa répétition et à côté de ça, il y a une jeune femme qui souhaite partir de l'école et qui atterrit dans une succursale qui est en Madame, miroir, Madame Ivanova, de son voilà, prénom Olga, qui et finit vraiment très mal. qui va subir le rite magique à l'œuvre. Bon, Mais c'est parce qu'elle a osé s'opposer. Et puis, exactement, dès là, je crois que c'est à 31 minutes, elle lâche le mot qu'il fallait pas dire, le gros mot, vous êtes des sorcières. c'est ça. Ça, c'est super. Et à partir du moment où le mot est révélé, en effet, elles finissent, j'allais dire, Voilà. dans l'arrière-boutique, parce que Ouais. c'est une école qui a des portes secrètes, voilà, des entremurs. Donc elle finit dans un entremur, dans cette salle avec tous les miroirs, où bah, là, ça va être absolument, pour Horrible. le coup, Horrible. un Alors, démembrement. moi, j'ai trouvé la scène vraiment répugnante, hein. Ah, mais Et moi aussi. elle est très dure à voir, hein. Elle Et est, à elle est, revoir, elle est horrible, on mais. s'y fait pas, hein. Ouais. On s'y fait pas. J'ai cru vraiment au premier visionnage que j'allais arrêter là. Parce que je me suis dit, il avait très bien commencé, et là, tu vois, C'est avec ses crochets. Ah, il est dans l'excès, c'est dégueulasse, Ouais, et ça ouais. n'apporte rien. C'est- Et en fait, bon, j'ai passé l'étape de cette scène, j'ai suivi, j'ai continué. Et en fait, non, c'est pas du tout un film où il y a une avalanche de meurtres, d'hémoglobine. Non, c'est pas ça. C'est quand même plus profond. Mais il faut reconnaître que ça peut rebuter plus d'un, cette Bah, scène, hein. cette scène-là, c'est vrai qu'elle est assez rebutante. Et pas de sang, là, encore, hein. Mais tout est Ah non, non, non. tout est dans le sang, les Alors, craquements, les c'est à os. la fin où ça, Avec les crochets. avec les crochets, il la transporte et on voit tout, Ouais, c'est terrible. on voit le gisement de sang. Ah, Ouais, il y a quand même du sang. il y a quand même Mais du sang, mais mais c'est très réaliste. Ça aussi, c'est une particularité du film. C'est là, je dis une nouvelle façon de faire de l'horreur. Mais c'est qu'en réalité, c'est un film hyper réaliste. ah, oui, C'est-à-dire qu'on oui. n'a pas du tout des sorcières qui volent avec des nez crochus, où il n'y a pas de... Alors, il y a deux, trois effets spéciaux un peu très kitsch quand même, hein. À un moment, cette lueur que Dakota Johnson voit, des lueurs qui brillent dans le film, Ah oui. ça c'est loupé, hein. Ça c'est kitsch et loupé. Et Euh, alors moi, j'en suis venu à la conclusion que Guadagnino, de toute façon, ne savait pas faire de l'horreur, hein, au passage. C'est pour ça il a sa façon à je ne pense lui pas. de reprendre Ouais. le genre, le genre, de le détourner Elle le et de détourne faire un complètement. genre nouveau horrifique. Mais l'horreur classique, quand il s'y essaye, Oh. c'est une catastrophe. Alors cette lueur, c'est extrêmement pompeux, C'est hein. kitsch. Bah, C'est très je pompeux. pense, en 2019, t'as 20 millions de dollars, tu peux quand même faire mieux, non? Ouais. Mais alors après, ça serait intéressant d'entendre son explication sur pourquoi mettre une lueur comme un élément du fantastique. Non, mais je trouve c'est ouais, voilà, c'est pas très beau en C'est plus. peut-être. C'est Ouais. on dirait un trucage de Jason et les Argonautes, un film des années 50, quoi. C'est Fait avec des maquettes et tout. Bah, voilà. voilà. Après, ça serait intéressant d'entendre son explication. Sans doute, lui doit beaucoup aimer cet effet-là. Mais moi, je me suis dit ça en fait. Voilà, quand il fait de l'horreur classique, de la vraie horreur, à 100%, il a fait relativement mal. Ouais. Mais c'est quand il détourne le genre que là, il est vraiment excellent et Que là, il est qui bon. nous Bah, surprend. voilà. Comme quoi, hein, j'ai envie de te dire que là, pour le coup, on arrive bien à comprendre et à voir dans quel registre bah, il est le meilleur. Et tu parlais d'innovation, mais c'est exactement dans ce contrepoint-là qu'il arrive à mettre en place, j'allais dire, l'installation de l'horreur. Par contre, quand il s'agit de faire de l'horreur et de la montrer, il est un petit peu en dessous. Mais par contre, toute Ouais. l'installation, l'atmosphère, honnêtement, c'est parfait. Et puis cette façon de Ouais. filmer le surnaturel, C'est. voilà, c'est-à-dire que en fait, il sait très bien suggérer. On comprend, on devine, mais c'est quand c'est montré de manière évidente. Voilà, c'est un peu comme l'érotisme et la distinction entre l'érotisme et la pornographie. Oh, Il est exact. mieux dans l'érotisme, quand il fait de la pornographie, c'est une catastrophe. C'est ça. Alors, moi, j'ai adoré sa façon de filmer la magie, mais de manière réaliste. Et alors, en fait, tout passe par les yeux. Et ça, j'ai adoré. Le grand œil, la perception. Ces façons Ouais. de tisser comme ça des toiles, les fils qui relient les sorcières entre eux, la sorcière à sa victime. Et il y a vraiment, tout passe par le regard. Et ça, il n'y a rien de plus cinématographique.
D'ailleurs, le personnage féminin du début, hein, le- dit ces mots-là au psychanalyste. Elle lui dit elle a pris mes yeux. Mhm. Donc, comme quoi, en effet, la perception, mais également dans ce cas-là de métaphorique, hein, voir et percevoir les choses, bah, voilà, à partir du moment où, en tout cas, celles qui y arrivent, elles ont une destinée tragique. Et alors, faut pas les fixer trop, hein, ces sorcières. C'est comme la Gorgone, hein. Quand elles te regardent, C'est ça. t'es mal barré. À un moment, il y a Olga Ivanova, donc, qui dénonce un peu la supercherie, qui les traite en public de sorcières, ce qu'il ne fallait pas faire. Elle croise des professeurs, des enseignants dans le couloir. Et alors là, justement, moi j'ai adoré cette scène, je crois que c'est ma préférée, hein. La prof fixe Olga, et il se passe quelque chose. Il y a un plan comme ça qui coupe, et il y a un rire encore démoniaque. Et puis en fait, on se rend compte que là, en fait, elle lui a littéralement jeté le mauvais œil. On te montre au niveau filmique ce que ça donne que le mauvais œil. Et là encore, je pense que c'est pas un hasard que Luca Guadagnino ait autant comme ça sur le regard, mauvais œil, parce que moi j'ai regardé, bon, il est italien du côté de son père, Guadagnino, et du côté de sa mère, quand même, il a une culture du Maghreb, parce qu'il est algérien de par sa mère. D'accord. Sa mère est algérienne, donc il connaît très bien ça, la culture du mauvais œil. Et alors là, on n'arrête pas de le jeter pendant tout le film, hein. C'est vraiment, c'est Et c'est effrayant. même, je pense, un de ses grands fils rouges, en tout cas en termes de mise en scène, dans son film, la question du regard et des regards. Voilà, pas besoin de sensationnel ou de gros effets spéciaux pour nous Ah bah montrer non, la pas du magie. tout. La magie, ça se passe comme ça avec des fils qui sont tissés, des regards, et ça relie. Il y a un mouvement de caméra droite de la prof vers la victime, à la droite-gauche, et on comprend. Avec un simple panoramique, on comprend que la magie, le sort est en train de Tu s'exercer. sais, je vais te dire, ce film-là, il m'a fait penser à un film de Polanski qui s'appelle Rosemary's Babies. Ah ouais. Et moi, quand je vois ce film-là, je vois le film de Polanski. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense que le traitement en termes de mise en scène, il est à peu près équivalent. Mais pourquoi? Parce qu'on retrouve encore cette dualité entre le surnaturel et le réalisme. Parce Exactement. qu'avec Rosemary Baby, on sait pas, l'horreur à la fin est dévoilée. Ouais. Il y a le regard diabolique de l'enfant dans le landau, mais en fait, on sait pas, c'est peut-être elle qui délire, elle est peut-être folle. Il y a toujours comme ça une frontière, hein, avec le C'est la paranormal. frontière, Là, le c'est pareil. surnaturel. Là, c'est pareil. D'ailleurs, au début, quand la Olga est torturée, moi, je savais pas trop. À un moment, on se dit, mais c'est quoi? C'est elle toute seule qui est folle, qui se tord. Bon, après, Bon, après, au bout d'un avec le moment, montage, on comprend. on doute plus trop longtemps. Mais quand même, il y a une ambiguïté. Il y a Ouais. une ambiguïté. Oui, ça participe à la magie qui est opérée. Ça, c'est évident. Euh, J'aimerais qu'on parle d'une autre thématique qui est principale, je pense, durant ce film, qu'on va pouvoir interroger. C'est est-ce que le Suspiria de Guadagnino est féministe? Oui ou non? Bah, tu lis dans mes pensées, je voulais exactement en parler. Donc, là, c'est la question. Alors, je te pose cette question-là. Est-ce que c'est un film féministe? Alors, Oui ou non? pour moi, il y a dans le film une forme de féminisme. Ah, ça, c'est évident. Mais quel féminisme? En réalité, c'est les féminismes. Et alors, moi, j'ai été vachement surpris parce que, bon, c'est un film, on en fait l'interprétation qu'on veut. On en fait l'interprétation qu'on veut. Mais moi, ce que j'y ai vu, c'était assez étonnant, je t'avoue. C'était même assez subversif. Moi, j'y ai vu une critique du néo-féminisme et du féminisme actuel. Et je crois que Guadagnino, en fait, il est très malin, il est très rusé. Il nous plonge 40 ans en arrière, il nous plonge dans les années 70, même 50 ans en arrière, Mhm. en fait, pour nous parler de choses très actuelles par moments. Et c'est ça que le film est brillant, c'est-à-dire qu'en fait, il fait des allers-retours entre notre temps actuel, des choses qu'on peut retrouver de notre époque, les années 70, et puis on parle souvent des années 40. Parce que l'école, apparemment, aurait subi les persécutions nazies, s'est développée sous le nazisme. Mais c'est pas clair. Et puis on arrive dans cette compagnie, et tout de suite on nous dit, nous sommes des féministes, nous soutenons les femmes, nous comprenons que vous avez des besoins, donc on ne vous fait quasiment rien payer. Voilà, l'entraide, etc. Enfin, c'est quand même embêtant, parce que dès le début, la Olga Ivanova, qu'est-ce qu'elle leur dit? Ça, c'est la phrase qui m'a marqué. Avant de les traiter de sorcières, vous ne respectez même pas vos propres mensonges. Alors ça, pour moi, ça Mhm. fait tilt. Ça a été J'ai trouvé la une phrase révélation. de minuit. J'ai trouvé la phrase épatante parce qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il critique un peu une forme de faux féminisme. Un féminisme qui prétend aider la femme, mais qui la vampirise en fait, qui la zombifie. C'est-à-dire qu'à un moment, à la fin, on découvre ce que deviennent les... Moi je les appelle les zombies, hein.
après avoir été crochetés, hein, avec des crochets qui ressemblent des fois aux fossiles soviétiques, Mhm. dénonciation du totalitarisme aussi. Oui, oui. On les retrouve en fait comme des zombies rouges, aux couleurs rougeâtres, et alors ils n'ont plus aucune envie, ils n'ont plus aucune volonté, ils n'arrivent même pas à se lever. Enfin, on pourrait presque voir un peu, tu vois, une critique de notre monde actuel avec des gens qui restent sur leur canapé toute la journée, qui n'ont plus aucune volonté. En tout cas, bon, elles sont zombifiées. Et moi, j'ai l'impression quand même que déjà, c'est pas très sympa d'assimiler des féministes à des sorcières, en fait. Déjà à la base. C'est vrai que sur le thème du départ, on peut en tout cas se poser la question, oui, oui. Mais pourtant, à côté de ça, bon, il y a déjà des actes, on va dire, porteurs d'une forme de féminisme, en tout cas féminisme actuel, le Alors, néo-féminisme. C'est-à-dire déjà le fait de faire jouer à une femme le rôle d'un homme. Ça, c'est quand même hyper féministe, néo-féministe, comme on veut. C'est-à-dire, ça montre et ça prouve qu'une femme peut faire le même job, on va dire, qu'un homme, et vous ne vous en rendez pas compte. C'est un peu ça, en fait, qui nous, il et nous, en il nous plus, embrouille. si je vais plus loin, elle incarne le rôle d'un psychanalyste. Et on sait bien que la psychanalyse, c'est justement un domaine qui a été pensé et qui a été développé par les hommes. Par des hommes un peu sur le dos des femmes quand on explorait le cerveau Exactement, de ces hystériques, comme aurait dit Freud. exactement, c'est ce que j'allais te dire lorsqu'on parle Anna M. d'hystérie. Exactement, hein, c'est Freud en a bien évidemment parlé. Alors c'est aussi une manière de substituer tout simplement les hommes dans le film. Alors il y aura les policiers que l'on va voir. Enfin, scène des Alors policiers qui il t'a faut marqué voir comment aussi, est-ce hein. qu'ils sont. Qui t'a marqué, hein. Qui m'a marqué parce que toujours pareil, dans ce film, on opère une manipulation des corps, que ce soit le corps de la femme, complètement désarticulé, voilà, par ce jeu ritualisé, et les hommes qui sont complètement ridiculisés, ils sont ridiculisés par leur appareil génital. C'est ça, on assiste vraiment à une On joue avec dévirilisation. l'appareil génital, on On les humilie castre, dans on leur les humilie. virilité. Et alors, c'est ça, c'est encore plus terrifiant pour nous, parce que nous, en tant que spectateurs, on se retrouve face à ça. Alors, en plus, spectateur homme, c'est en fait, on voit mise en scène la peur de la castration, Ça m'a mis avec ces mal, femmes qui voilà, jouent avec un pénis, en fait, et ça avec m'a le mis mal à crochet. l'aise Ah pour le oui, je coup, te mais comprends. en même temps, voilà, on est en plein dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est la mise en scène de sorcières. Voilà, et Ces il sorcières ne qui pouvait pas détestent mieux les le hommes. faire. Elles Ah oui, détestent la bah vie, oui. elles détestent les hommes. Alors pareil, dans leur plan, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la danse sans musique. En fait, c'est la vie sans vie, c'est la mort. C'est en ça que le film est fort, c'est que C'est une danse macabre. c'est une danse macabre. La danse qui est porteuse de vie en principe, ou d'un élan de vie, maintenant elle est porteuse de mort. La danse tue. Voilà, c'est pas fumer tue, là c'est la danse tue. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a un mort, tu remarqueras, il y a un montage parallèle très habile. Alors au début, c'est Dakota Johnson qui danse, Ivanova qui meurt. Et quand Estu se suicide, pareil, il y a encore un montage parallèle avec la danse. Et quand il se passe quelque chose encore de mal durant la représentation publique, il y a encore le montage parallèle, danse, mort. Bon. Mais alors c'est super, enfin je veux dire, cette phrase que nous sort le personnage de Tilda Swinton. Faut quand même, alors je vais vous la citer. Il y a deux choses que la danse ne sera plus jamais: magnifique et joyeuse. Aujourd'hui, nous devons casser le nez à toutes les belles choses joyeuses. Si tu veux travailler avec nous, tu dois comprendre tout cela. Un véritable manifeste nihiliste, là, hein. Ah bah oui, oui, mais en même temps, là pour le coup, on est dans l'idéologie de sorcière. Mais là, Ouais. on est vraiment dans le cœur du film. Et pareil, s'il y en a qui n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris au film. À la fin, en fait, c'est une opposition entre les mères, les matères, À la fin, et oui. une façon de concevoir. Et en fait, elle n'est pas du tout sur la ligne marcosiste. Blanchiste, elle est un peu entre les deux, parce qu'en fait, à la fin, on se rend compte que Dakota Johnson a un rôle majeur, en fait, à Ah jouer oui. parmi ça. Hein, bon, on va peut-être pas trop développer non plus, mais elle joue un rôle majeur. Et en fait, elle veut ramener de la vie. Elle veut ramener de la vie, c'est un peu l'apaisement. C'est pas la mort, elle, c'est la vie. Elle veut pas faire des sauts. Elle dit: je veux rester ancrée ici sur la terre. Ce Exactement. sera plus impressionnant si je le fais de cette manière. C'est quand même assez épatant. Et puis à la fin, on a encore, bon, c'est un peu sacrilège, hein, même pas mal, mais on a toute une figure christique, c'est-à-dire qu'à la fin, on la voit avec la poitrine, le torse complètement ouvert, on voit la chair, c'est assez gore d'ailleurs, plutôt grand guignol. Et alors là, moi j'ai vu le Sacré-Cœur, j'ai vu le Jésus du Sacré-Cœur. Sauf que là, quand même, c'est assez étrange parce que ce qui est ouvert au milieu, ça prend une allure très clairement en fait de vagin, quoi. Mhm. Donc bon,
C'est quand même une fin étrange. Mais à la fin, elle reprend le pouvoir sur les autres et elle éradique cette vision mortifère, on va dire. C'est ça, c'est également, alors, tu l'as dit, c'est aussi une lutte interne entre ces sorcières et leur manière d'imposer leur idéologie. Mais on a une critique de tout, hein, du totalitarisme nazi, Oui, soviétique, et puis quand même, d'où la couleur rouge. voilà, moi j'ai Mm. trouvé des féministes, hein. En tout cas, d'un Ah, certain genre de féministes, en tout cas, oui, qui oui. escroquent. Et on- et Moi, on- c'est comme ça que j'ai compris assez clairement. Vous ne Exactement, respectez même pas vos exactement. propres C'est très mensonges. sectaire et on voit bien, Ah hein, oui. je disais que c'était une sorte de sanctuaire. Bah oui, on le voit à la fin à quel point leurs zombies sont complètement annihilés, hein. Voilà. Et alors, pour revenir un peu quand même sur cette nouvelle façon qu'a Guadagnino de faire du cinéma, euh, pour redévelopper quand même sur le réalisme, tu parlais de Rosemary Baby, moi j'ai pensé à Zulawski. Andrzej Zulawski, donc le cinéaste polonais Polonais, qui a ouais. vécu quand même, qui a fait toute une partie de sa carrière en France. J'ai beaucoup pensé à ça, notamment la scène où les sorcières se jettent sur le psychanalyste pour le faire venir. C'est une scène terrifiante. Pour le Tellement. faire rentrer de force dans l'école avant de le torturer, de l'humilier. Ça m'a marqué. Tu vois, c'est toujours l'horreur, le fantastique, mais à partir d'une base hyper réaliste. Donc en fait, ça passe par les cris, l'hystérie, les rires. Les rires sont omniprésents. Elles se jettent sur les hommes, elles les attrapent, elles sont très violentes. Et c'est d'autant plus violent et inquiétant que c'en est très réaliste. Oui, c'est vrai que c'est aussi une marque qui, je pense, est imposante bah, dans le film et qui est inéluctable hein, d'une certaine manière. Pareil, le réalisme, on n'a jamais vu des sorcières aussi vraies, aussi humaines. C'est un peu comme quand on a voulu humaniser le vampire, ou je sais pas, le vampire dans Twilight qui se met à la lumière, qui brille de tout feu, bon, qui a une vie, une petite amie. Là, on a des sorcières, en fait, on les voit à table. On les voit parler, on les voit rigoler, s'émoustiller. Alors, ce sont des vraies femmes libérées, là. On les voit dans les bars, elles fument, et Alexa parle fort, c'est la grosse camaraderie. Mais elles ont vraiment des émotions. Elles ont des émotions, c'est-à-dire que quand, par exemple, Sylvie Testu se suicide, elles hurlent, elles crient, elles sont horrifiées. Alors pourtant, ce sont des sorcières, c'est les porteurs du mal. Ouais, ouais, Et pourtant, elles sont quand même très humaines. À un moment, ouais. Madame Blanc pose une question à Dakota Johnson. Elle dit: Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet de danser ce ballet, en gros, euh, devant, en gros, le compositeur? Et elle se reprend et elle dit: Ah non, je vais reformuler ma question, ça fait un peu prétentieux. Donc voilà, ils ont même une prétention à l'humilité, ces sorcières. C'est étonnant. C'est ce qu'on dit, hein. On dit toujours que le diable s'habille En avec Prada. les habits, avec les habits de l'être humain pour mieux se camoufler. Bah là, c'est pareil, hein. D'ailleurs, Madame Blanc, pourquoi Blanc peut-être? Blanc, preuve qu'elle n'est pas si noire. Oui. Bah, je te propose qu'on s'arrête là. Eh bah écoute, Voilà. je crois Je pense aussi que qu'on a fait déjà un bon on tour. a fait le tour de Suspiria là quand même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un film passionnant et on en parlerait bien plus, hein, mais bon. On pourrait en dire beaucoup plus et en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, c'est comme ça. Donc écoutez, on referme cette deuxième émission de Suspiria et on se voit bientôt pour un film. On verra, c'est encore en débat, mais on a pas mal d'idées, hein. C'est pas les idées qui manquent. Donc voilà, bonne écoute à tous et puis à une prochaine émission. À une prochaine. With only the clothes that we stand up in, just the ground on which we stand.